Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va donc parler d'Attila, de son histoire, un petit peu du contexte. Et pour commencer, en fait, ce qu'il faut, c'est imaginer un cavalier qui a une silhouette sombre sur l'horizon des steppes, qui mène derrière lui des milliers de guerriers qui sont tous montés avec un arc à la main. Donc là, on a les frontières de l'Empire romain qui tremblent, les villes qui vont se barricader, et tous les chroniqueurs chrétiens qui vont prier. Et cet homme, justement, c'est Attila, qui a été surnommé par ses ennemis le fléau de Dieu. C'est un chef barbare qui, en moins de 20 ans, a façonné le destin de l'Europe du 5e siècle, et dont le nom continue encore de résonner comme une légende aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire un petit bond dans son époque, dans son monde, pour comprendre qui c'était, ce qu'il a changé, et pourquoi il reste l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire. Donc le contexte historique. Donc pour comprendre Attila, bien entendu, il faut comprendre le monde dans lequel il a vécu. Et donc on est au 5e siècle après Jésus-Christ, où l'Empire romain d'Occident est en déclin. Les finances sont exsangues, et l'armée dépend de plus en plus de mercenaires barbares, et les révoltes internes affaiblissent le pouvoir central. En Orient, l'Empire byzantin, avec sa capitale Constantinople, se maintient mieux, mais il doit aussi faire face à des menaces aux frontières. À l'est de l'Europe et au nord de la mer Noire, un peuple mystérieux, les Huns, s'est installé. Originaires probablement des steppes de Mongolie ou du Kazakhstan actuel, ils sont arrivés en Europe vers la fin du IVe siècle, poussant devant eux d'autres peuples, comme les Goths, qui eux-mêmes se sont heurtés aux frontières romaines. Donc, quelle est la géographie un petit peu? Donc, le territoire d'Attila, c'est pas un royaume classique avec des frontières nettes. C'est un empire nomade centré autour des steppes hongroises, mais qui s'étend de la mer Noire jusqu'au Rhin. Son pouvoir, il tient moins à des murs et des villes qu'à une mobilité qui est fulgurante et de ses armées et un système d'alliance et de soumission. Donc la situation géopolitique est la suivante, c'est que les Huns ne sont pas isolés puisqu'ils sont au cœur d'un échiquier complexe. Au sud-ouest, on a l'Empire romain d'Occident avec pour capitale Ravenne. Au sud-est, on va avoir l'Empire romain d'Orient, qui est plus riche mais tout aussi vulnérable. Et à l'ouest et au nord, on va avoir une mosaïque de peuples germaniques, les Wisigoths, les Francs, les Burgondes, qui oscillent entre ennemis, alliés ou vassaux. Donc c'est dans ce contexte qu'Attila va émerger, qui sera donc l'héritier d'un peuple qui est déjà craint pour sa férocité et justement sa rapidité de frappe. Donc il est probablement né aux alentours de l'an 406 dans une famille dirigeante unique. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais il grandit dans un monde où la guerre, c'est le mode de vie. Donc, les uns, ils excellent à l'arc, qui est tiré à cheval, et se déplacent sur des distances incroyables grâce à leur maîtrise du cheval. En 434, Attila et son frère Bleda héritent du pouvoir après la mort de leur oncle Rua. Les deux frères règnent conjointement, une situation qui est assez rare chez les Huns. Ils vont rapidement signer un traité avec l'Empire romain d'Occident. En échange de la paix, les Romains verseraient un tribut annuel en or. C'est pas de la soumission, c'est une forme de protection achetée. Mais en 445, Bleda va disparaître mystérieusement et les sources parlent d'un accident de chasse. Mais beaucoup soupçonnent qu'Attila l'a fait assassiner pour régner seul. Et c'est à partir de là qu'il va devenir le maître incontesté des Huns. Donc, en 447, Attila va attaquer l'Empire romain d'Orient, ravager les Balkans et va s'avancer jusqu'aux Thermopyles. L'empereur byzantin Théodose II est contraint de payer un tribut colossal, 2100 livres d'or par an. Pour donner une idée, c'est une fortune qui pèse lourd, même pour un empire. Attila ne cherche pas forcément à conquérir et à occuper les territoires, mais il cherche à les rançonner. C'est justement un aspect clé de son pouvoir. Il vit de la peur qu'il inspire. Il y a également l'expédition en Gaule en 451, puisqu'il a lancé l'une des campagnes les plus célèbres, l'invasion de la Gaule. Le prétexte officiel était de sauver la princesse Honoria, sœur de l'Empire romain Valentien III, qui lui aurait envoyé une bague et une proposition de mariage pour échapper à un mariage forcé. Mais en fin de compte, Attila il y voit en cela une opportunité, puisqu'il réclame la moitié de l'Empire romain d'Occident comme dot. Évidemment, Rome refuse. Les Huns vont donc traverser le Rhin, ravager plusieurs villes, mais vont être finalement stoppés lors de la bataille des Champs cataloniques. C'est l'une des rares défaites d'Attila. Les forces romaines de Flavius Aetius et leurs alliés wisigoths étaient menées par le roi Théodoric Ier et ils sont parvenus à le repousser. Et l'année suivante, en 452, Attila va envahir l'Italie et piller plusieurs villes, dont Aquilée, qui va raser totalement, entièrement. Rome elle-même semble menacée, mais le pape Léon Ier vint à sa rencontre. C'est ce qui se dit à ce moment-là va totalement rester un mystère. Certains parlent d'une négociation habile, d'autres d'une vision divine. Quoi qu'il en soit, Attila recule et repart. En 453, au sommet de sa puissance,
Attila meurt, non pas sur un champ de bataille, mais dans son lit, lors de sa nuit de noces avec une jeune femme nommée Ildico. Les sources rapportent qu'il serait mort d'une hémorragie nasale, étouffé dans son sang après avoir trop bu. D'autres vont y voir un assassinat discret. Son empire ne va pas lui survivre longtemps, puisque ses fils vont se disputer le pouvoir, les peuples soumis se révolter, et l'union unique va se briser. Mais son nom, lui, va rester. Il n'a pas donc laissé de monuments, de lois écrites ou d'architecture. Il a marqué l'histoire par l'ampleur de son influence. Il a accéléré l'effondrement de l'Empire romain d'Occident en affaiblissant ses ressources, et il a bouleversé l'équilibre entre les peuples germaniques et les Romains, précipitant les grandes migrations. Il a donc incarné la figure de l'ennemi absolu dans l'imaginaire européen. Donc après sa mort, l'image d'Attila elle se divise en fait en deux grandes représentations. Pour les Romains et les chrétiens, c'était le fléau de Dieu qui était envoyé pour punir les péchés du monde. Et pour certaines traditions hongroises et turques, il était un ancêtre glorieux, unificateur de peuples cavaliers. Dans la mémoire collective occidentale, Attila est devenu un symbole de destruction, qui est parfois exagéré par les sources romaines qui cherchaient justement à le diaboliser. Et les historiens modernes nuancent, c'était un stratège redoutable, mais aussi un diplomate habile, qui était capable de négocier autant que de combattre. Donc, simplement deux petites anecdotes. C'était un homme sombre qui ne riait jamais. Priscus, un diplomate romain qui a rencontré Attila, le décrivait comme un homme simple dans ses goûts, puisqu'il buvait dans des coupes de bois alors que ses officiers avaient des gobelets en or et mangeaient des plats simples. Mais surtout, il riait rarement. C'était une manière d'impressionner ses invités et de montrer sa maîtrise de soi. Et deuxième petite anecdote, le mystère de sa sépulture. Donc la légende veut que le corps d'Attila ait été enterré dans 3 cercueils, un d'or, un d'argent et un de fer. Les esclaves qui creusèrent sa tombe auraient été tués pour que personne ne découvre l'emplacement. À ce jour, on ne sait toujours pas où il repose. Donc Attila n'a régné qu'une vingtaine d'années, mais en fait il a vraiment laissé donc une trace indélébile, puisque sa vie illustre la rencontre brutale entre le monde nomade des steppes et les civilisations sédentaires de Rome et de Byzance. Son nom, qui a été amplifié par les récits, c'est devenu un mythe qui dépasse la réalité historique. Alors, est-ce que c'était un destructeur ou un grand leader visionnaire? Probablement un peu des deux. Mais une chose est sûre, c'est qu'au 5e siècle, sur les plaines d'Europe, quand on entendait le martèlement des sabots et le sifflement des flèches, on savait qu'Attila approchait et qu'il n'était pas là pour discuter.